Aujourd'hui, on a coutume de dire qu'on traverse une crise démocratique. Alors, est-ce une crise des institutions à proprement parler? C'est pas exactement sûr. En tout cas, une crise de la représentation, une crise de confiance, c'est assez évident. Et donc, dans ce contexte actuel en France, pourquoi est-ce qu'il serait utile, bénéfique, de relire les libéraux du XIXe siècle? En particulier, évidemment, on pense à Alexis de Tocqueville avec de la démocratie en Amérique, mais également on peut se tourner vers l'Angleterre avec son contemporain John Stuart Mill et le dialogue assez fécond qu'ils ont tous deux entretenu sur la démocratie conçue comme une énigme, comme un phénomène pas seulement politique, pas seulement institutionnel, mais quelque chose finalement qui recouvre tous les aspects de la vie sociale et politique, un phénomène complet, un état social, disait Tocqueville. Donc, en gros, le fait d'ouvrir aujourd'hui ces livres est d'autant plus intéressant, passionnant, que finalement ces libéraux à l'époque, dans la première moitié du XIXe, puis par la suite également, enfin tout du long du XIXe, parce que si on prend la première moitié, on a Benjamin Constant, bien sûr, comme précurseur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent à cœur ouvert de questions névralgiques qui sont encore les nôtres à bien des égards aujourd'hui. Au lieu de tourner autour du pot, ils abordent frontalement, de manière vraiment nette, ces questions qui sont celles justement de la légitimité du pouvoir, de la bonne représentation, la question du meilleur en politique, la question de la compétence politique également. Et donc, ils interrogent assez en profondeur et la démocratie qui est en train de s'amorcer, de naître, et le système représentatif qui la permet, qui l'encadre. Donc on est vraiment dans une interrogation à découvert, si on peut dire, où les choses se disent. Or, Tocqueville, il a aussi cette particularité qu'il est un homme né dans l'Ancien Régime, un aristocrate, et que du coup, sa position est toujours en double face, toujours double, dans la mesure où il se situe finalement sciemment sur l'autre rive, sur le versant démocratique, et qu'il établit une césure très nette entre l'ancien monde aristocratique et la démocratie dans laquelle il tient désormais que nous allons vivre de manière définitive. Donc il est extrêmement clair sur le fait qu'on est réellement passé d'un monde à un autre, et vraiment d'une anthropologie au sens plein à une autre. Donc en réalité, il y a eu plusieurs lectures de Tocqueville au fil du temps, à un moment où il était un petit peu passé de mode et on le pensait pour un aristocrate un peu nostalgique, alors que pas du tout. Une forme de nostalgie peut par instant se percevoir, mais elle est toujours extrêmement arrimée à l'idée que ce qu'il peut éventuellement regretter, c'est quelque chose auquel il a renoncé justement de manière raisonnée pour être pleinement démocrate. Donc on est réellement dans quelque chose de très tenu, une ligne toujours très très ferme, où finalement Tocqueville ne dit pas que les qualités, notamment des hommes politiques, des gouvernants dans l'Ancien Régime, étaient nécessairement plus éclatantes, plus brillantes qu'en démocratie. Il dit qu'effectivement le sens de l'honneur, l'éclat, le brillant était quelque chose qui était conçu comme naturel à cette époque, mais il ne dit à aucun moment qu'il n'est pas possible que ces mêmes qualités se retrouvent dans le monde démocratique qui s'ouvre. Il dit seulement que les conditions d'émergence de ces qualités vont peut-être, sans doute, être rendues plus difficiles parce qu'on entre dans un monde plus incertain. Mais il est tout à fait possible que, au contraire, et de manière justement très consciente, les hommes démocratiques choisissent un mode de gouvernement qui convienne. En revanche, au fil des chapitres de ces deux tomes de 1835-1840 de la démocratie en Amérique, on a toujours l'idée d'examiner à la fois les risques potentiels et les pistes, les solutions potentielles. Donc on voit toujours comme sur une ligne de crête les deux versants, le versant sombre, l'avenir inquiétant qui peut se dessiner, et puis de l'autre côté, ce que la démocratie peut en revanche apporter de promesses d'égalité, de promesses de liberté, et le versant un peu plus lumineux finalement qui peut émerger.
sachant que naturellement c'est dans ces oscillations entre les deux que la réalité, selon Tocqueville, va sans doute se situer. Et c'est vraiment un homme de l'ambiguïté, des ambivalences, qui analyse chaque fois précisément tout ce qu'il y a de zones troubles aussi dans la démocratie, parce que c'est un régime nouveau qui est un régime de liberté avant tout, et que donc dans l'égalisation progressive des conditions qui est à l'œuvre, on va avoir à chaque fois la question du choix qui va se poser. Donc la question de la représentation politique, Tocqueville dit très clairement que les hommes des siècles démocratiques ont des sentiments ambivalents fondamentalement, puisqu'il y a une phrase assez frappante dans De la démocratie en Amérique où il dit « Les hommes des siècles démocratiques aiment le pouvoir, mais ils ont tendance à mépriser et à haïr ceux qui l'exercent. » Donc cette idée qu'il y aura à la fois une forme de fascination pour le pouvoir et puis dans le même temps une forme d'envie, un sentiment plutôt trouble d'envie, oui, qui est le contraire de la confiance et qui porterait justement à ne pas se sentir, ne pas s'identifier aux gouvernants, mais sentir justement une forme de distance, de césure, de coupure avec eux. C'est un peu ce qu'on trouve justement de manière très exacerbée aujourd'hui, notamment vis-à-vis du président Emmanuel Macron. Enfin, on voit bien, Dominique Schnapper a d'ailleurs écrit un article sur le sujet récemment, sur l'idée que finalement, c'est plus encore sa personne même et son parcours, ses qualités, les qualités qu'on lui prête, qui suscitent encore plus de rejet que la position de président de la République en tant que telle, qu'on est dans quelque chose finalement d'assez épidermique lié à la personne en tant que telle. Donc c'est finalement l'incarnation même qui en vient à poser problème en démocratie, alors que dans l'Ancien Régime, le double corps du roi était quelque chose d'admis, de naturel, parce que de complètement institué. Donc là, on est effectivement dans un moment où le pouvoir, la légitimité du pouvoir, selon Tocqueville, va poser question. Elle va poser question parce qu'elle ne va plus de soi. Et comme on est dans cet espace ouvert, eh bien, tout ce qui peut engendrer justement des doutes, des passions tristes, va pouvoir aussi se développer. Donc, en revanche, il ne dit pas du tout que c'est une fatalité, que c'est une pente obligée. Il dit bien que peut-être les garde-fous institutionnels notamment, les multiples lieux de l'autorité qu'il préconise également, puisque pour Tocqueville, l'autorité, la centralisation sont des choses plutôt mauvaises, plutôt à proscrire, et il faut, selon lui, bien au contraire, valoriser tout ce qui est lieu diffus et multiple de l'autorité. Donc le fait qu'il y ait un bicaméralisme avec 2 chambres élues selon des modalités différentes, un pouvoir constitutionnel, le fait qu'il y ait également une magistrature indépendante et le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, ça c'est quelque chose d'essentiel à ses yeux, contre-pouvoirs donc, et puis également tout le versant vie associative, multiplicité des pôles, où l'engagement peut être aussi un engagement civique qui double l'engagement politique et qui vient le renforcer. Également la religion chez Tocqueville qui a un certain rôle social à ses yeux possible. Donc il préconiserait justement un maintien ou du moins une certaine culture religieuse qui pourrait aller également dans le sens de la démocratie. Toutes ces pistes sont des choses qui pourraient aller dans le sens d'un mode de gouvernement à la fois modéré et qui n'abdiquerait pas sur cette question de la compétence, voire de l'excellence politique que l'on recherche. Alors, Tocqueville ayant écrit De la démocratie en Amérique, John Stuart Mill, avec lequel il est en lien, avec lequel il est ami, et qui est, lui, en Angleterre, a lu attentivement ce double volume, et en a tiré quelques observations qui, globalement, sont totalement en concordance, puisque les 2 hommes portent à peu près la même vision, mais qui mettent certaines nuances, certaines inflexions supplémentaires, car John Stuart Mill, l'anglais, est encore plus démocrate que Tocqueville, si l'on veut, déjà pour une raison aussi toute conjoncturelle, puisque l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre sont bien sûr très différentes. En France, Tocqueville, il est marqué par cette césure de la Révolution. La Révolution française a cet aspect
violent, cet aspect justement extrêmement fort et marquant, là où en Angleterre, la révolution s'est faite de manière plus douce, et où la question de l'Ancien Régime avait quelque chose de moins antagoniste, parce que la gentry anglaise s'adaptait un petit peu mieux aux nouvelles couches sociales. On avait davantage de porosité qu'en France, et donc le rapport à l'Ancien Régime est moins viscéral qu'en France. On est moins hanté par l'imaginaire de l'Ancien Régime dans le 19e et 20e siècle anglais qu'on ne l'est en France. Ceci dit, John Stuart Mill, quant à lui, est un farouche partisan de la démocratie, et il est lui aussi extrêmement clair sur le rejet qu'il a de l'ancienne aristocratie. Donc il dit bien que l'aristocratie est inique, qu'on a réellement dans ce droit fait à la naissance quelque chose qui ne convient absolument pas à l'ordre social et politique qui est souhaitable. Et donc le fait de passer à la démocratie est quelque chose qu'il voit comme réellement presque un sésame, enfin une nécessité. Et puis lorsqu'il emploie le mot aristocratie, c'est toujours dans un sens extrêmement péjoratif, et pour identifier aussi toutes les formes de domination. Donc il parle de l'aristocratie de sexe, par exemple, pour montrer les femmes, la condition des femmes au XIXe siècle en Angleterre, et John Stuart Mill est l'un des tout premiers à militer pour le suffrage universel féminin, avec l'ouvrage The Subjection of Women, de l'asservissement des femmes, de 1800, si je ne m'abuse, 1864, je crois. Donc en tout cas dans lequel il insiste sur le fait que finalement, toutes parts égales, la condition des femmes est d'autant plus problématique que les quelques femmes exceptionnelles qui se sont signalées dans les arts ou dans la vie publique ont d'autant plus de mérite que leurs conditions de départ étaient bien plus entravées, et que donc l'égalité des hommes et des femmes se prouve ne serait-ce que par l'émergence de ces grandes figures qui ont surmonté des obstacles a priori insurmontables. Donc Mill insiste vraiment là-dessus, sur le fait qu'il faut absolument que ça change, de la même manière qu'il insiste aussi sur l'aristocratie de peau, sur le fait que le droit de suffrage pour les Noirs en Angleterre lui semble également une nécessité. Donc il est non seulement démocrate, mais en faveur de l'égalisation des conditions vraiment la plus large possible pour tous. Et de la même façon que Tocqueville, qui insiste sur le sentiment du semblable, pour Mill, on est vraiment dans cette idée que les hommes doivent avant tout ressentir comme intuition le sentiment du semblable envers n'importe qui, non seulement entre les classes sociales, mais entre les hommes et les femmes, entre les ethnies. Donc on est vraiment dans une ouverture large. Et John Stuart Mill donc s'interroge lui aussi en revanche sur le système représentatif et ce qu'il va bouleverser, car lui également est inquiet. Il se demande si précisément cette question de la compétence, elle va demeurer au cœur de la vie démocratique et politique. Donc, qui va-t-on porter au pouvoir? Qui va-t-on désigner comme gouvernant? Même si on peut désigner potentiellement n'importe qui, justement c'est un problème, parce que il ne faudrait pas que là aussi on aille vers ce que Françoise Méloniaux appelle chez Tocqueville un risque de médiocratie. Il ne faudrait pas qu'on abdique là encore sur la question de l'excellence et du meilleur. Donc Mill est aussi ouvert que Tocqueville sur les conditions d'accès, plus même, mais en revanche, donc, de la même façon, il s'interroge fortement. Et donc le système représentatif, pour lui, ne peut pas fonctionner bien, fonctionner efficacement, fonctionner au mieux, s'il n'est pas assorti de garde-fous. Donc quand on lit aujourd'hui les considérations sur le gouvernement représentatif, Considerations on Representative Government de 1861, 2000, on est frappé par la place très très grande qu'a l'éducation dans le livre, puisque finalement tout revient à ça. Chez lui, finalement, ce qui va permettre l'égalité, l'égalisation des conditions, ça va être le domaine de l'éducation. Pas seulement le fait d'aller vers davantage d'égalité sur le plan matériel, mais vraiment l'éducation est au cœur de sa pensée. Alors là encore, quelle éducation? Les deux auteurs se rejoignent sur un point assez finalement
qui nous pose réellement une vraie question, une question qui, bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas du tout à la poser frontalement, mais eux la posent frontalement. Ils disent, bien sûr, on doit passer du suffrage censitaire au suffrage universel, bien sûr, suffrage universel, mais éducation universelle d'abord. Alors là, évidemment, ils ouvrent un problème, une béance, puisque c'est la question du temps qui vient à se poser, puisque combien de temps mettrait-on à avoir une éducation universelle afin que le suffrage universel permette à un suffrage d'être réellement raisonné, compétent. Et donc au cœur de la pensée de John Stuart Mill, on a cette question de la compétence. Et bien sûr, on voit bien les questions que ça suscite. Qu'est-ce qu'on appelle compétence? Qu'est-ce que cela signifie? Compétence de qui? Et pourquoi faire? John Stuart Mill dit qu'il y a finalement deux types de compétences distincts, puisqu'il est naturellement en faveur, comme Tocqueville, du système représentatif. Donc la compétence des gouvernés spécifique et la compétence des gouvernants spécifique là aussi. Donc deux types de compétences séparées, mais pour bien choisir, il faut que les gouvernés soient en situation pour le faire. Donc là aussi, il y a des choses qui nous paraissent qui nous paraissent datées, qui prêteraient même à sourire aujourd'hui, puisque John Stuart Mill estime que le droit de vote est un droit, mais que néanmoins, il faudrait l'assortir de conditions, et que donc, par exemple, le fait de savoir lire, écrire, d'avoir des notions d'arithmétique, sont des préalables nécessaires à l'exercice du droit de vote. Là, on voit bien là également les conditions, les questions pratiques même que cela pose, et même philosophiques, puisque déjà comment vérifier cela avant un scrutin, ça pose évidemment des questions pratiques d'organisation très très grandes. Et puis là aussi, donc de faire des examens, de faire des tests aux personnes avant un vote. Et puis également, est-ce que cela dit quelque chose de l'état de l'opinion, des besoins d'un pays? Est-ce que le fait de savoir lire, écrire, compter signifie qu'on est réellement, qu'on a une perception plus grande des enjeux? Est-ce que le fait d'être illettré fait qu'on ne perçoit pas en revanche certains enjeux ou qu'on n'a pas droit à avoir certaines revendications? On voit bien que qui décide de ce seuil de compétence, puisque le seuil de compétence s'il y aurait, c'est évidemment plus que délicat à établir et très problématique. De même, Mill préconiserait aussi un vote plural, donc certains votes pourraient compter double selon justement la profession, le statut de certains électeurs. Donc là aussi, c'est différents degrés, c'est différentes façons de concevoir le vote, pas réellement comme un droit entier finalement. C'est une modulation qui aujourd'hui nous paraît évidemment à la fois irréalisable, quelque peu absurde, et en même temps qui touche du doigt un vrai sujet qui est quand même celui de la compétence dans la vie civique à s'exprimer, à se repérer, à choisir en toute liberté ses représentants et au-delà les perspectives vers lesquelles on se dirige. Donc comment faire du commun, comment réfléchir en commun si on n'a pas les bonnes cartes pour se repérer. Bon, Mill pose ces questions-là. Tocqueville les pose également. Et donc tous deux se demandent ce qui va advenir justement de cette question de la représentation. Et pour Mill, bien sûr, la compétence du gouvernant, elle est également requise, ça va de soi. Et on voit bien là aussi, quand on lit notamment l'ouvrage de Bernard Manin sur les principes du gouvernement représentatif, avec cette idée qu'aujourd'hui, justement, finalement, le gouvernant est élu parce qu'il est élu, l'élite est désignée parce qu'elle est désignée, les qualités sont les qualités perçues, socialement perçues, mais on n'a pas non plus quelque chose de dirimant pour désigner les diplômes que doit avoir un gouvernant ou vérifier exactement sa moralité. Donc on voit bien ce flou qui entoure là aussi la question de la compétence du gouvernant. Il y a un article assez éclairant de Marc Sadoun sur la compétence politique qui dit qu'aujourd'hui, justement, à focaliser excessivement sur cette question de la compétence, on loupe quelque chose parce que l'homme politique est toujours dans une forme de bricolage plus que de position de savant en tant que tel, et que cette question justement de l'expert, du savant, de la personne supérieure qui saurait vers où on doit aller,
elle est finalement une fausse direction, et qu'il faut davantage aussi s'appuyer sur ses intuitions et sur le fait que l'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est peut-être l'intelligence la plus grande qu'on pourrait éventuellement exiger ou demander ou espérer d'un gouvernant en démocratie, de la même façon que chez les gouvernés, même quelqu'un de très diplômé, d'a priori en position de décider ou de concevoir certains enjeux, peut naturellement se tromper ou se sentir démuni face à tel scrutin où il ne comprendrait pas de quoi il est question. Donc personne ne détient l'intelligence absolue, ça c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs les libéraux insistent aussi et qu'ils ont naturellement à l'esprit. Une personne comme John Stuart Mill a peut-être d'autant plus cette exigence à porter sur l'éducation que c'est chez lui une véritable obsession. C'est quelqu'un qui a été par son père, James Mill, soumis à une éducation, enfin je dis soumis parce que justement c'est presque une soumission, c'est presque quelque chose de subi au départ, une éducation extrêmement complète, extrêmement vaste dans plein de domaines, y compris artistiques, qui l'a justement conduit même à une forme de dépression, tellement il était accablé de travaux et d'exercices et de lecture à n'en plus finir. Et pour lui, en revanche, ça lui a quand même évidemment servi, et il est reconnaissant à son père de lui avoir permis ce développement intellectuel qui lui convient tout de même. Mais du coup, il pense, sans doute à tort, si on voit aujourd'hui comment, c'est pas pour dire qu'on va vers, enfin, pas pour une critique de l'éducation, même si on pourrait aller un peu dans ce sens parfois, mais voilà, John Stuart Mill ne conçoit pas finalement que des jeunes esprits ne soient pas portés vers la lecture, n'aient pas cette appétence, n'aient pas ce goût, et n'aient pas à cœur de s'élever, n'aient pas ces aspirations-là. Donc finalement, même s'il dit que tous les types de vie sont possibles, s'il insiste sur la liberté la plus grande possible dans les choix que l'individu va faire, bien, néanmoins, alors c'est pour ça qu'on a souvent dit que Mill était qu'on a souvent dit que son libéralisme était assez élitiste. C'est parce que finalement, dans le fond, il pense que certains types de vie étant naturellement quand même préférables à d'autres, l'esprit va peut-être s'y porter naturellement aussi davantage. Donc pour lui, si justement on permet à l'égalité des chances de se développer davantage, si les élèves ont justement ces conditions qu'on organise autour d'eux pour qu'ils se sentent dans une meilleure situation pour apprendre, il lui paraît assez peu probable qu'il n'en ait pas l'envie. Voilà, on peut voir parfois justement avec l'obsession des écrans, des jeux vidéo, voire des podcasts qui ne remplaceront jamais naturellement un livre, que c'est peut-être aujourd'hui dans notre société peut-être problématique de donner à tous les étudiants, à tous les jeunes, voire aux personnes plus âgées, hein, qui également lisent peut-être moins. Mais en tout cas, lui, Tocqueville et Mill pensaient, à leur époque en tout cas, que l'esprit allait naturellement se tourner vers les livres, vers le savoir, vers le questionnement et les doutes, si justement tout était fait, si l'éducation, si le système éducatif le permettait. Donc on est vraiment dans une exigence très grande, une exigence démocratique très forte. L'égalité des chances, pour eux, c'est au cœur de leur réflexion sur le politique. Et égalité des chances, ça signifie vraiment égalité des rêves au sens plein. C'est vraiment l'idée que, quelle que soit la condition sociale de départ, il est possible, il est envisageable à chacun de s'élever si la société le permet. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cela qui est nécessité. Et donc, je vous fais peut-être une citation de John Stuart Mill dans ses essais sur Tocqueville et la société américaine, qu'il a écrit juste après la lecture de la démocratie en Amérique. Et donc, voilà, par exemple, tous les individus ou toutes les classes qui tentent d'atteindre ce que dans un gouvernement
où les plus instruits ont l'ascendant s'ils ne seraient pas autorisés à avoir, s'efforceront évidemment dans une démocratie de porter le discrédit sur l'instruction supérieure, comme ils le font dans l'aristocratie anglaise, et de persuader la majorité que leur propre bon sens est suffisant, et que ceux qui prétendent à une sagesse supérieure sont soit des rêveurs, soit des charlatans. Donc on voit bien ici à cette question de l'instruction, et justement avec ce qu'elle porte aussi d'ambivalence sur, par instruction, est-ce qu'on entend le savoir, est-ce qu'on entend le bon sens, et qu'est-ce qu'on entend par supériorité. Elle est au cœur des questionnements que Mill pose. Donc on voit très clairement. Alors aussi quelque chose, il y a un ouvrage qui a été écrit par un chercheur qui s'appelle Alan Kahn, qui a écrit un livre qui s'appelait Aristocratic Liberalism, et qui soutenait comme thèse que Mill pouvait être un libéral aristocratique. Alors évidemment la formule elle est gênante, parce que justement si on prend cet adjectif aristocratique, on voit bien que c'est tout ce que Mill rejette, l'aristocratie, donc élitiste ça conviendrait bien davantage, mais l'ouvrage se base sur certaines assertions de John Stuart Mill, notamment une qui peut là aussi nous poser vraiment question. Aujourd'hui on réfléchit sur la question des retraites, sur la question du sens du travail dans notre société, enfin justement on réfléchit sur la retraite, est-ce qu'on réfléchit suffisamment sur la question du sens du travail? C'est moins sûr, on est pour l'instant focalisé sur la fin de carrière avec tout ce que ça comporte de crispation, d'angoisse, mais sur le travail dans son sens tout au long de notre vie, on ne porte peut-être pas une réflexion assez approfondie encore. Bien sûr, certains sociologues, philosophes le font, mais en tout cas dans les médias, on ne l'entend pas encore suffisamment. Et John Stuart Mill a eu certaines formules étonnantes pour nous aujourd'hui, quand on voit que, par exemple, pour lui, le fait qu'une société puisse avoir une élite et donc un bon gouvernement, ça nécessite selon lui une classe où les loisirs, enfin une classe sociale qui aurait des loisirs, donc une classe pourvue de loisirs. Il dit bien, hein, une classe, c'est dans l'existence d'une classe pourvue de loisirs que nous voyons le grand et salutaire correctif de tous les inconvénients dont la démocratie est susceptible. Donc une classe de rentiers. Pour nous, c'est un peu évidemment étonnant et on souscrirait difficilement évidemment à ce type de solution aujourd'hui. Mais donc finalement dans l'esprit de Mill, on voit bien comme il y a quand même dans son imaginaire quelque chose qui résiste. Le travail et la démocratie, finalement le travail c'est encore pour lui un moyen d'existence plus qu'une finalité, et donc voilà, certaines personnes sont obligées de travailler pour gagner leur vie, là où finalement une classe pourvue de loisirs aurait davantage le loisir de se cultiver, de lire, de gouverner peut-être davantage encore. Donc bien sûr c'est pas dit, parce que dans le suffrage universel, dans l'idée du système représentatif, tous peuvent concourir à parts égales. Mais voilà, parler d'une classe pourvue de loisirs qui apportera un correctif à la démocratie, est-ce que c'est une aristocratie de l'esprit pour lui, bien sûr, pas du tout de la naissance, mais en tout cas ça pose la question de l'argent, dont il parle assez peu, parce que pour avoir une classe pourvue de loisirs, d'esprit cultivé, alors, son père avait aussi cette formule poétique, il parlait de cultiver les élégances de la vie. Voilà, on cultive les élégances de la vie quand on en a le temps. Donc, que ce soit dans l'idée de passer de éducation universelle à suffrage universel, ou bien dans cette idée d'avoir une classe de loisirs et de cultiver les élégances de la vie, on voit que les questions du temps et de l'argent, elles ne sont pas complètement posées, mais que pour nous, en tout cas, on est bien obligé de les avoir à l'esprit. Donc, une forme d'élitisme, effectivement, oui, sans doute. Est-ce que ça le fait pour autant Mill insiste souvent sur son côté iconoclaste, et il dit qu'il est à la fois un démocrate, un conservateur et un socialiste et un libéral quasiment ensemble. Donc il refuse un peu les étiquettes, il est dans quelque chose, une espèce d'expérimentation pour aller vers plus de démocratie, en ne renonçant à rien et en cherchant, en imaginant des choses, des pistes. De la même manière que Tocqueville, lui aussi, dans sa réflexion sur l'égalisation des conditions, il insiste bien sûr sur la démocratie participative. C'est déjà cela dont il est question, c'est déjà cela qui est en germe dans de la démocratie en Amérique, puisque finalement Tocqueville dit bien que comment les citoyens pourront
avoir davantage à cœur de désigner des élus compétents ou en tout cas qui sont admirables d'une certaine façon, et non pas simplement des personnes semblables à eux, voire médiocres, et bien pour lui, c'est justement par l'expérimentation, par l'habitude du suffrage, par l'habitude de la vie civique, et donc par une certaine forme de participation assez régulière. Donc il parle vraiment déjà de démocratie participative à l'époque. Ça, c'est intéressant de voir cela, de voir comment on pourrait combiner représentation et participation. Donc chez Tocqueville, chez Mill, on a ces intuitions-là. Mill est également l'un des premiers en Angleterre qui a l'idée un peu en germe du parti politique, puisque John Stuart Mill dit aussi que certes, il faut être extrêmement exigeant sur le plan éducatif, avoir à cœur pour chacun de développer sa propre intelligence, mais que l'intelligence n'est jamais fermée sur elle-même et qu'on ne pense jamais bien tout seul. Donc c'est quelque chose qu'on trouvera plus tard chez John Dewey, par exemple, hein, cette idée vraiment que l'intelligence c'est collectif. Et pourquoi c'est collectif? Parce que ça passe vraiment par le dialogue. Alors, comme chez Descartes, on est dans l'idée que le dialogue il peut aussi être à l'intérieur de sa propre tête, qu'on a déjà soi-même dans les idées qu'on développe, la thèse, l'antithèse, la réponse, l'examen des thèses adverses, enfin, qu'on est déjà dans une forme d'antagonisme, quelque chose d'agonistique, plus exactement, dans sa propre tête, mais qu'également la délibération est nécessaire, la confrontation par le débat, par le dialogue, est quelque chose qui fait le cœur même de la vie démocratique. C'est pour ça que le pluralisme, pour Mill comme pour Tocqueville, c'est ce qui montre l'effervescence démocratique, la vie démocratique, les énergies de la démocratie. Donc pour Mill, si on n'a pas d'espace de délibération et si on n'a pas justement une organisation institutionnelle de ces espaces, on va perdre quelque chose du sens de la démocratie. Ce pourquoi, justement, le parti aurait son rôle de médiation, de courroie de transmission entre la diversité et l'unité, entre finalement les opinions et leur représentation. Donc il y a vraiment quelque chose aussi de très précurseur. On voit aujourd'hui justement à quel point ces organisations-là sont remises en question. Le parti politique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Naturellement, les partis politiques sont-ils morts aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. On n'est pas du tout, ils ne sont plus au cœur de la vie démocratique aussi puissants, aussi influents qu'ils l'étaient auparavant. Justement, là encore, d'autres formes d'engagement, la puissance des sondages et des réseaux sociaux, l'abstention galopante, tous ces facteurs font que le parti politique a également perdu de sa substance et de son rôle aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on lit ces libéraux du 19e, on voit justement à quel point ils avaient réfléchi sur comment le pluralisme et la démocratie pouvaient porter quelque chose, porter une espérance. Alors la question de l'espérance, chez Tocqueville, il y a donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette composante religieuse qu'il faudrait maintenir. Chez Mill, non, en revanche, on n'a pas cette idée d'une pondération par la religion. On a vraiment l'idée davantage de la pondération par le débat, par la force du dialogue. Donc on est là aussi dans quelque chose d'un peu différent. Les curseurs ne sont pas exactement placés au même endroit. Mais en tous les cas, ces essais sur Tocqueville et la société américaine se concluent sur l'idée quand même que d'un pays à l'autre, et par ce détour vers l'Amérique, l'Angleterre et la France portent tout de même des problématiques très proches, hein, qui sont celles de comment justement instaurer une démocratie éclairée, et que tous deux ont vraiment finalement des pistes qui sont extrêmement un peu parallèles. S'il y a quelques oscillations, elles sont néanmoins très parallèles. Et pour conclure, c'est vraiment ce lien finalement entre éducation et vie civique qui est au cœur. Et on avait déjà ça finalement chez Benjamin Constant dans son discours sur la liberté des anciens comparée à celle des modernes, l'idée qu'en réalité, certes, les deux types de liberté qu'on va devoir apprendre à combiner sont radicalement distincts l'un de l'autre, mais que c'est par l'institution éducative notamment, que c'est par l'éducation que
l'envie de participation politique, l'envie de réflexion, l'envie de participation à la vie civique peut encore exister, se développer. Donc Tocqueville-Émile, quelques années plus tard, sont vraiment dans cette même direction également. C'est finalement la question de l'éducation, elle est au cœur de la question de la vie politique aujourd'hui.